patience. I just came here to defend. Eh bien, bonsoir la communauté Docker. Donc, je me présente, je suis Franck Rousseau, cofondateur et CTO de Cozy. Cozy, c'est quoi? C'est une startup qui développe un cloud personnel libre et open source. Je vais vous en parler un petit peu plus juste après, mais d'abord, je voulais vous dire pourquoi est-ce qu'on sponsorise ce meet-up. On fait ça parce que nous-mêmes, chez Cozy, on adore aller dans les meet-up, autant en tant qu'auditeur qu'en tant que speaker. Et ce qu'on aime bien à la fin, c'est avoir une bonne bière et une bonne pizza à partager avec les autres, pouvoir discuter. Ou encore mieux, ce qu'on aime, c'est pouvoir voir la vidéo après le meet-up, ou si on n'a pas pu venir, pouvoir quand même y assister. Donc pour nous, comme on adore ça, on est super content de pouvoir sponsoriser le meet-up. On fait ça aussi évidemment pour se faire connaître. Donc je vais vous parler un peu de Cozy. Donc qu'est-ce que c'est que Cozy? Ça répond à deux soucis qu'on rencontre. Déjà, c'est un peu le problème de confidentialité qu'on retrouve sur Internet. Quand on va utiliser plusieurs services web, on va déposer des données un peu partout. Donc pour pas mal de gens, c'est assez désagréable. Et la deuxième chose, c'est que le fait de déposer ces données un peu partout, on va utiliser des services qui, au final, ont envie de les garder pour eux et donc se font concurrence et qui ne communiquent pas bien ensemble. Donc ça va créer plein de frictions dans notre vie numérique. Et Cozy répond à ce problème en fait en vous proposant de transformer un petit hardware comme un Raspberry Pi ou un VPS que vous louez en ligne en une plateforme d'applications que vous gardez chez vous et sur laquelle vous allez pouvoir donc déposer des nouvelles applications que vous développez vous-même ou qui ont été développées par la communauté et qui vont stocker leurs données sur votre propre machine. Et ça devient très intéressant parce que donc vous allez pouvoir accumuler énormément de données et ensuite qui sont à vous, chez vous, et là-dessus vous allez pouvoir ajouter vos propres services. Et pour contribuer à ça, à cet écosystème, évidemment une fois que vous le faites pour vous, vous pouvez le partager avec les autres, avec tous les membres de la communauté Cozy. Donc pour contribuer à ça, vous avez 3 moyens. Le premier, c'est de développer un connecteur, parce qu'effectivement, les applications Cozy permettent de générer des données, parce qu'on a des applications telles qu'un gestionnaire de mail, un gestionnaire de calendrier, on verra des screenshots après. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de récupérer ces datas qui sont un peu exposées partout. Donc par exemple, récupérer ses commits chez GitHub, ses tweets chez Twitter, ou tout simplement ses factures chez DigitalOcean. Et ainsi, on récupère toutes ces données sur son Cozy de manière brute. Donc on peut les regarder, on offre un outil à la PHPMyAdmin où on peut retrouver toutes ces informations. Et grâce à ça, une fois qu'on a rempli notre data store, on va pouvoir développer des applications par-dessus. Donc je sais que la plupart des gens ici sont plutôt admin, mais justement, si vous voulez vous mettre au développement web, vous y essayez. C'est une bonne plateforme pour ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. On n'a pas à gérer la gestion des utilisateurs. On n'a pas trop à gérer le déploiement. C'est aussi simple que Docker. On va copier-coller une URL et on va pouvoir déployer son app sur son Cozy et la passer de la même manière aux autres utilisateurs de Cozy qui copient-colleront l'URL pour l'installer sur leur Cozy. Et aussi, on peut réutiliser les données des autres applications. Donc, si vous voulez faire développer un service autour des contacts, c'est assez. Vous récupérez les données qui sont déjà créées par l'application de contact, par exemple. Donc concrètement, donc ça c'est pour la partie dev d'app. Il y a la communauté qui a développé une vingtaine d'apps. On a la communauté qui a développé une vingtaine d'apps. Mais nous, on a quand même fourni les applications de base, que sont un webmail, que vous pouvez déjà utiliser, un calendrier, une application de contact. C'est important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si vous êtes dans votre webmail, que vous créez un contact à partir d'un mail que vous avez reçu, évidemment, il va apparaître dans l'appli de contact parce que toutes les données sont partagées. C'est ça que je disais quand on fait sauter de la friction. Et pareil, on a une application de file, une filebox, dans laquelle vous mettez vos fichiers. Si vous voulez partager un dossier, vous allez pouvoir réutiliser ce même contact qui avait été ajouté au préalable. Donc là, c'est la deuxième manière avec laquelle vous pouvez participer à la communauté. Et puis il y en a une. Ah oui, j'allais oublier. C'est qu'aussi, si vous voulez développer une application pour Cozy, vous ne serez pas tout seul. On propose un système de mentorat où en fait, quand vous voulez développer une app, vous venez nous dire un coucou sur le forum. Je donnerai l'adresse à la fin. Bon, c'est assez facile, c'est forum.cozy.io. Et vous venez nous faire un coucou et nous, on met à disposition un employé de Cozy pour vous aider à développer l'application, que ce soit en vous faisant une petite formation, soit tout simplement en développant une feature pour vous aider.
Et c'est intéressant aussi quand vous faites votre app, c'est que non seulement vous allez aller vite pour la développer, mais vous allez être rapide pour obtenir du feedback dessus. Parce que vous allez la transmettre à notre communauté qui est hyper active et qui va vous dire ah ouais, moi j'aime bien, j'aimerais voir ça. Et on a quelques belles histoires d'ailleurs comme ça qui se sont bien déroulées. Et l'autre manière, c'est de participer au petit écosystème Docker qui se crée autour de Cozy, parce que c'est pas complètement trivial de déployer un Cozy. Donc on a pu utiliser cette super techno pour justement rendre le déploiement trivial. Donc on est présent sur le registry de Docker, donc avec 2300 téléchargements, je crois. Donc pour tester, goûter à Cozy, c'est assez simple. Il suffit de faire un docker pull cozy /full. Et ensuite, on le run avec une série de commandes. Avec une seule commande, pardon, et une série de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour aller vite et passer vite la parole à Solomon. Mais vous pouvez les retrouver sur ce repo, cozylabs/cozy-docker. Et voilà, mais bon, comme vous pouvez voir, c'est des paramètres courants, des forwards de port, on indique où sont les volumes, etc. Et on donne après des paramètres un peu plus liés à Cozy. L'autre petite chose rigolote qui a été faite, c'est qu'il y a quelqu'un qui... Forcément, il y a chez les aficionados de Docker, il y en a qui aiment bien avoir un process par conteneur. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un Docker Compose et qui s'est retrouvé sur le Compose Hub sur lequel, en gros, qui est l'équivalent du registry pour les Docker Compose. Donc, si vous faites chrun cozy, vous aurez un cozy déployé proprement avec la base de données bien séparée du système d'indexation, bien séparée du cœur de cozy. Et après, bon, par contre, là, ça demande un peu plus de configuration. Bon, là, c'est des choses que vous savez faire. Il faut forwarder. En gros, il faut permettre. Là, ça tourne en local sur votre machine. Après, il faut ouvrir un port ou forwarder un port pour pouvoir accéder au cozy. Donc voilà, donc les deux repos en question, donc c'est patcito/docker-compose-cozy, donc par Patrick ici présent, qui s'est basé sur les travaux de Spiroid, donc lui qui a fait plusieurs Docker files pour les différents composants et qui a pu ensuite les assembler en un Docker Compose. Le troisième, assez fun, ça c'est quelqu'un de chez nous qui s'est amusé à faire ça. Il avait participé à Doku et donc il s'est dit on va refaire la même idée pour Cozy, on va vouloir déployer plein de Cozy. Et il a fait un script bash de 300 lignes qui permet de déployer un Cozy et de l'associer à un nom de domaine. Donc on l'installe d'abord avec une commande un peu violente qui lance un script SH, vérifiez quand même le code avant pour être sûr, mais je vous assure qu'il est sympa, qui lance un script shell sur votre ordinateur. Ensuite, vous pouvez essayer Cozy deploy, et là, vous n'avez plus qu'à dire je veux déployer un Cozy pour tel nom de domaine. Et il va associer donc à ce nom de domaine le Cozy, il va gérer tout ce qui est travail sur le proxy pour vous, et vous pourrez mettre 10 Cozy sur une machine assez facilement. Et en plus, il est configuré pour travailler bien avec PageKite. Ça, c'est si vous voulez faire déployer vos Cozy sur une machine type desktop en local chez vous, vous pouvez récupérer. Ensuite, vous pouvez demander à PageKite de vous fournir un nom de domaine qui va venir taper directement chez vous. Donc là, vous pouvez trouver ça sur cozy-labs/cozy-deploy. Ah oui, vous avez aussi le Dockerfile de base qui est sur cozy-labs/cozy-docker. Voilà, donc on arrive au bout de cette présentation. Donc vous pouvez nous contacter sur Twitter à l'adresse @mycozycloud, nous suivre, savoir nos nouveautés. Là, par exemple, si vous nous aviez suivi aujourd'hui, vous sauriez qu'on a un nouveau sticker noir en édition limitée, donc à récupérer. Il y a notre GitHub sur lequel vous pouvez retrouver toutes les sources. Comme j'ai dit, Cozy est libre et open source, donc vous pouvez tout trouver. Et donc mon email. Je vous invite donc surtout à venir sur le forum pour discuter avec la communauté, parce que nous contacter directement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui vaut mieux, c'est prendre contact avec la communauté et venir la rejoindre. Voilà, donc et on est aussi très fiers de précéder Solomon, qui nous inspire beaucoup avec sa super réussite de projet libre et open source. Voilà, merci beaucoup et à la suite. Merci. Donc salut, je suis le chieur de service, mais j'ai une question principalement sur Cozy, parce que j'ai quand même vu un peu comment ça marchait avant de venir. Ouais. J'ai une question qui me taraude depuis un bon moment, c'est la sécurité. Bon, je bosse dans le milieu, c'est pour ça. Mais d'un autre côté, c'est bien de vouloir faire du cloud, mais s'il n'y a pas de sécurité derrière avec tout ce qui se passe, NSA, tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé comme réflexe, comme app, comme ce genre de choses pour pouvoir sécuriser les données et les installer
enfin de les avoir full contrôle, on va dire. Alors, ce qu'on veut développer, alors c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ce qu'on veut développer, c'est une approche réactive. En fait, on veut envelopper tout le COSI, enfin toutes les requêtes qui sortent du COSI, on veut les monitorer. Et de cette manière, pouvoir loguer tout ce qui se passe. Et ensuite, on compte beaucoup sur la communauté pour pouvoir identifier les comportements étranges, les applications malveillantes, et pouvoir ensuite les bannir soit de COSI, soit les signaler comme problématiques. Donc ça, c'est la grosse base du truc. Après, évidemment, on applique toutes les règles qu'on peut pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc tout ce qui est l'authentification, le mot de passe est bien chiffré dans la base de données. On va mettre en place une authentification double facteur. On s'assure que dès qu'il y a un mot de passe qui est utilisé pour accéder à un service tiers, pareil, il est chiffré à partir du mot de passe principal. Quand le mot de passe principal est reseté, toutes ces données sont perdues, il faut les remettre. Ce qu'on voudrait faire à terme, c'est des zones aussi qui sont chiffrées, sur lesquelles on peut mettre... parce qu'en gros, alors c'était Genma, quelqu'un qui est très actif dans la communauté libre, mais qui faisait la distinction entre les données privées et les données vraiment confidentielles. Donc ce qu'il faudrait idéalement, c'est qu'on puisse avoir cette zone chiffrée pour mettre les données confidentielles, parce que le chiffrement aussi pose des soucis près pour un peu d'usage au niveau d'indexation, etc. Justement, c'était plutôt sur ça, c'était sur justement le chiffrement des données, parce que j'aimerais bien mettre mes petites données sur mon petit serveur, mais si j'arrive pas à les chiffrer, je vais me retrouver un peu en mode free for all. C'était plutôt ça le son de la question. Ouais, alors aujourd'hui, effectivement, on propose rien directement là-dessus. On l'a bien en tête, mais aujourd'hui, on ne propose rien directement dessus. Après, tu peux peut-être configurer ton file system. Alors là, c'est des choses que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais tu peux peut-être configurer ton file system pour faire en sorte qu'il soit chiffré. Mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas trop m'avancer dessus. Merci. Moi, j'aurais une question plus sur votre business model, parce qu'on a tendance à dire que quand c'est gratuit, c'est nous le business derrière. Donc, Alors, à ce propos, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est gratuit pour les gens qui ont les capacités, qui ont les connaissances techniques pour déployer COSI et le maintenir. Parce que comme on l'a vu avec la question précédente, auto-héberger, donc en fait, cette pratique d'avoir son propre cloud sur sa propre machine, c'est ce qu'on appelle l'auto-hébergement. Et donc s'auto-héberger, ça donne une certaine responsabilité de savoir bien maintenir son application, son applicatif, son serveur, s'assurer qu'il n'y ait pas justement d'intrusion, en gros bien configurer son serveur Debian ou autre pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrusion. Et tout ça, globalement, si on veut le faire par quelqu'un d'autre, notamment si on n'est pas technique, donc, c'est à ce moment-là en fait, où on va payer. Donc on va aller voir par exemple un hébergeur, parce qu'aujourd'hui les hébergeurs proposent des machines nues. Donc pour eux c'est intéressant, mais si demain ils peuvent proposer des machines qui sont facilement administrables, parce qu'on l'a vu avec l'interface qui est de type smartphone, qui sont facilement administrables, ils peuvent toucher beaucoup plus de gens, donc ils sont intéressés. Et là, à partir de ce moment-là, ils continuent à vendre du hardware, donc ils le vendent peut-être un peu plus cher, mais voilà, là on rentre dans un rapport client-fournisseur traditionnel où l'utilisateur paye et donc c'est plus lui le produit. Voilà. Salut, je m'appelle Salomon, je suis le founder de Docker. Vous savez ce que c'est Docker, j'espère, sinon vous ne seriez pas là. Alors, ce que je me propose de faire, c'est quelque chose d'un peu plus interactif que d'habitude. Je vais peut-être faire un petit topo, mais le garder court. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de discuter de ce dont vous voulez discuter. Donc on peut commencer par ça. Très rapidement, levez la main qui a déjà utilisé Docker directement. Ok. Cool. Tout le monde entend bien au fond? Oh, c'est pas très grand, Marc. Qui utilise Docker ici plutôt pour du développement? Ok. Plutôt en mode Ops, sysadmin? Ok. Pas mal. Ça fait un peu les mariages, un peu il y a le banc à droite avec les devs, le banc à gauche avec les Ops. D'accord. Bon, ok, je vais pas vous faire l'introduction à Docker alors. Qui a des questions très spécifiques qu'ils aimeraient bien pouvoir caser si possible? D'accord. Des questions moins spécifiques, peut-être. Ok, on va discuter un peu et puis après on verra s'il y a des questions. On va improviser, ça vous va?
Ok. Alors, de quoi on pourrait bien parler. Il y a des devs et des ops à peu près à moitié-moitié. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être donner un petit résumé de pourquoi on a fait Docker, où on en est, ce qui va venir dans un avenir proche. Et puis en général, normalement il y a des questions à partir de là, donc on va pouvoir orienter. Sinon, vous inquiétez pas, hein, j'aime bien parler de Docker, on peut continuer toute la soirée s'il faut. Qui connaît à peu près l'historique de Docker, d'où c'est venu? Non? Oui, levez la main. D'accord, bon, je fais le résumé rapide. Bon, déjà, vous remarquez, je parle français. D'accord, donc Docker, c'est une boîte qui a commencé en France. On a commencé en 2008, ça s'appelait .cloud. On faisait on faisait de la gestion de containers open source, hein, donc c'était très similaire, mais tout le monde s'en foutait. Et c'est vrai. Et donc on a fini par partir aux États-Unis en 2010. On a pivoté un peu, on a fait ce qu'on appelle un PaaS, donc une plateforme as a service. Donc on a proposé aux développeurs un service tout en un où on upload le source code, ça build, ça configure, ça déploie, ça scale et il y a besoin de s'occuper de rien. Donc c'est outils de développement et hébergement un peu tout en un. Si vous connaissez Heroku, Google App Engine, des outils comme ça, c'était un concurrent de ça. Et donc en 2013, on a arrêté de faire ça, on a extrait la technologie qui était au cœur de .cloud. On l'a réécrite, on l'a améliorée à partir de ce qu'on avait appris en prod à grande échelle dans .cloud. Et on a sorti Docker, qui est finalement la brique de base pour faire soi-même une plateforme comme .cloud ou une plateforme un peu différente de .cloud. Parce que le gros problème qu'on a identifié avec .cloud, le principe d'une plateforme qui fait tout d'une seule manière, c'est que tout le monde ne fait pas tout de la même manière. Chaque équipe de développement a un peu sa méthodologie, ses outils. Différentes teams infra ont différentes manières de déployer, de monitorer l'infra. Donc il n'y a pas une plateforme qui fait tout exactement de la même manière, parfaitement pour tout le monde. Du coup, notre approche, c'est plutôt l'approche Lego. On déconstruit la plateforme et on donne les briques pour construire exactement la plateforme dont il y a besoin, avec la possibilité de la modifier ensuite. Donc ça, c'est Docker. Je vais poser des questions au fur et à mesure. Qui connaît, au-delà de Docker, l'outil de départ, les autres outils autour de Docker, Compose, Swarm, Machine? Oui? Ok, donc je résume. Je vais continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune main qui se lève. Et là, on saura. On va voir jusqu'où on peut aller avec vous. Donc, on a commencé avec un outil très simple, hein, qui permet de déployer un container à la fois et d'échanger ces containers. On a sorti ensuite Docker Swarm, donc un outil de clustering qui permet de déployer des containers sur un grand nombre de machines, de commencer à traiter le cluster comme une sorte de machine géante, de gérer des choses comme l'allocation de ressources, les contraintes, etc. On a créé un outil qui s'appelle Docker Compose, qui permet de décrire une application faite de plusieurs services, le front-end, le back-end, la base de données, etc., et ensuite de tout déployer d'un seul tenant. On a sorti un outil qui s'appelle Docker Machine, qui permet de déployer automatiquement des VM, toutes configurées, prêtes à recevoir des containers sur Amazon, sur Google Cloud, sur OpenStack, etc. Mais aussi localement sur la machine de dev. Et on a incorporé un outil qui s'appelle Kitematic. Il y en a qui connaissent Kitematic ou pas? C'est intéressant pour moi aussi, je vois un peu. Ok. Qui connaissait Swarm? Ok. Qui connaissait Compose? Ah ouais, ok. Et Kitematic un peu moins, d'accord. Donc Kitematic, c'est une application Mac graphique qui rend Docker plus accessible à un développeur qui n'est pas forcément super à l'aise avec la ligne de commande, ou simplement quelqu'un qui ne sait pas encore comment Docker marche, qui veut faire ses premiers pas. Donc c'est comme une première vitrine. Ensuite, on a Docker Hub. On va faire un quiz après, on va voir de quoi vous voulez parler. Ça va être un meet-up dont vous êtes le héros, ça va être super. Bon, alors je vérifie ce modèle un peu déstructuré où on cherche ensemble de quoi on va parler. Ça vous va? Ok. Attention, il n'y a pas trop le choix parce que j'ai pas de slide, mais non, mais en général, à la fin, on s'amuse plus comme ça parce que bon, là, il paraît que c'est retransmis en direct sur Internet, c'est ça? Du coup, je peux pas vous donner les trucs top secrets, mais ou alors si on trouve la prise, on peut débrancher.
et rebrancher après 30 secondes. Donc après, il y a Docker Hub. Donc ça, c'est un service cloud qu'on a lancé plus ou moins en parallèle à Docker, qui permet de stocker des containers, les distribuer de manière publique, de manière privée. Donc c'est une sorte de GitHub pour les containers finalement. Et petit à petit, on a rajouté des fonctionnalités là aussi. Donc il y a des fonctionnalités de build automatisées. On peut connecter son compte GitHub. Et si je push sur GitHub, ça prend le source automatiquement, ça build le nouveau container, ça le publie. On peut rajouter des hooks. Donc on peut commencer à assembler son pipeline de déploiement, quoi. Ce qui est un peu le but. Alors, c'est intéressant parce que ce matin, j'étais dans une grande entreprise, on parlait de Docker dans un cadre très spécialisé qui était Docker pour régler des problèmes de grande entreprise. Mais là, je ne sais pas trop si c'est ça qui vous branche, donc je vais faire encore lever la main. Qui ici travaille dans un grand groupe a des problèmes dits de grande entreprise? Toi, je sais. Qui travaille dans une petite boîte, une petite team, on va dire moins de 10 personnes. Dans la team, pas forcément dans la boîte. Ok. Qui utilise Docker, pas du tout pour le boulot, mais pour le fun à côté. Et qui est étudiant dans cette école? D'accord. On en prend plein de choses, hein. Ok. Vous utilisez Docker dans les projets d'école? Ah, c'est intéressant ça. Ok. Il y a un projet Docker. Pourquoi je ne suis pas au courant de ça? D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que enfin, le problème quand on fait une plateforme vraiment monolithique, on décide de tout d'un seul tenant et on dit voilà, c'est ça la plateforme. Bon, le premier problème, c'est qu'on a beaucoup moins d'utilisateurs parce qu'il faut convaincre quelqu'un de jeter tout le reste à la poubelle. L'autre problème, c'est qu'on a un panel beaucoup moins large de cas d'utilisation. Ce qui est génial avec Docker, c'est une brique. Il y a vraiment de tout. Et là, c'était assez équilibré entre grosse boîte, petite boîte, boulot, pas boulot. C'est vraiment très caractéristique de Docker. Il y a vraiment de tout. Ce qui est intéressant, c'est de trouver les points communs. Qu'est-ce qui est vraiment commun à tous ces projets? Qu'est-ce qui est commun à... J'ai jamais le droit de dire les noms des grosses boîtes, mais voilà, j'ai le droit de dire que le gouvernement américain utilise Docker pour sa plateforme d'achat. Voilà. Donc quand une agence gouvernementale aux États-Unis, n'importe laquelle, passe par le process hyper bureaucratique pour acheter quelque chose, un tank, et ben ça passe par une plateforme électronique super compliquée et ça passe tout par Docker. Et on a donc un organisme qui s'appelle le GSA, le Government, je ne me rappelle plus. Je suis pas dans l'équipe vente, c'est bon. Mais ils ont créé une plateforme applicative dédiée à ça, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes de développement qui rajoutent des services assez complexes pour gérer tout ça, et ça passe par du Docker. Donc eux, ils ont des problématiques très très différentes de, par exemple, Cozy, dont on vient d'entendre parler, qui utilise aussi Docker. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de trouver les points communs, mais ça me permet de parler un tout petit peu de ce qui m'intéresse le plus, moi, qui est pourquoi est-ce qu'on fait Docker, c'est quoi vraiment la motivation, qu'est-ce qui est de commun, est-ce que la motivation, c'est de faire une entreprise qui règle les problèmes du gouvernement américain? Non. Qui règle les problèmes des banques pour mieux livrer leur logiciel? C'est sympa si on aide, mais ce n'est pas le but premier de Docker. C'est pas non plus, le but, c'est pas non plus de spécifiquement d'aider des élèves d'école d'ingénieurs à faire leur projet. C'est aussi génial que ce soit possible. Mais tout ça, c'est comme des effets secondaires du but. Et pour nous, le but, c'est vraiment de changer la manière dont on programme. Changer la manière dont on invente des choses nouvelles avec le logiciel. Et donc voilà, je dézoome un peu, hein, c'est un peu moins concret, mais ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est pas mal d'en parler ici dans une école qui utilise la programmation, c'est que voilà, si on est créatif, si on a quelque chose à dire, quelque chose à inventer, la programmation, c'est vraiment un média incroyable pour exprimer ses idées, mais sous-exploité, parce que les outils sont pourris, quoi. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut vraiment faire. Et ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est de découvrir des projets, des gens vraiment qui repoussent les limites de ce qu'on peut faire avec un système informatique aujourd'hui. Et
il y a un point commun à travers tout le monde, c'est le temps gâché sur les outils pour pouvoir commencer le vrai boulot. Et là, on parle vraiment dans un spectre très 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 large. On parle d'équipes de recherche qui veulent processer des quantités de données monstrueuses pour pouvoir rechercher la vie dans l'espace, par exemple. Ou alors préparer la prochaine mission sur Mars, j'en sais rien. En biotech, ça peut être recherche d'un nouveau médicament. À côté de ça, on a... je suis toujours nul pour trouver des exemples sympas, mais d'initiation à la programmation pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de sympa à un enfant pour lui montrer le pouvoir du truc? Dans les années 80, on pouvait mettre une boîte à pizza, un écran un peu arrondi là, et puis on pouvait faire un TP, puis le gamin il tape quelques lignes et hop il y a un cercle qui s'affiche sur l'écran et c'est la première interaction. Aujourd'hui, en fait, on a un peu régressé de ce côté-là, quoi. La barrière pour avoir un premier résultat sympa, il faut comprendre les outils, il faut apprendre un langage qui est plus compliqué que Basic à l'époque. Il y a toutes sortes de barrières parce qu'on a changé d'approche. On est devenu une sorte de guilde d'experts avec des codes. Il faut rejoindre le culte, quoi. Je trouve qu'on a un peu dévié de la programmation comme outil de créativité, quoi, comme l'écriture ou la musique. Voilà. Donc la question, c'est si on remplace les outils pourris par des outils mieux, qu'on les rend plus accessibles, et qu'au lieu de les faire fonctionner sur une machine à la fois, on les fait fonctionner à l'échelle de milliers et milliers de machines, des serveurs, des appareils de mesure, mon laptop, plus tard ma voiture, ma maison, des données en temps réel qui viennent de je ne sais pas où, du paiement, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que des millions de programmeurs peuvent faire? Voilà, ça c'est notre but. Si au passage c'est plus facile pour le gouvernement d'acheter des tanks, très bien. Bon, les tanks c'est peut-être le mauvais exemple. Mais c'est bien, pourquoi? Parce que ça permet ça nous donne des choses à vendre. Et quand on vend des choses, eh ben, on génère du revenu. Avec ce revenu, on peut investir plus d'énergie, plus d'argent. On peut travailler avec plus de gens pour créer des outils encore meilleurs la fois d'après. Et on lance une boucle où chaque génération d'un meilleur outil donne les moyens d'en créer des meilleurs, de surenchérir, quoi. Bon, je suis parti dans une tangente, c'est normal, il y en a peut-être parmi vous qui me connaissent, c'est toujours comme ça. Mais c'est important de parler de ça parce que si on oublie pourquoi on fait un projet, ça ne sert à rien finalement. Ça débouchera sur rien. Donc bon, je fais une pause, parce qu'on peut parler concret, il n'y a pas de problème, on peut parler technique aussi. On a parlé de plein d'outils différents. On a parlé de grosses boîtes, on a parlé de petites boîtes, on a parlé de projets professionnels, pas professionnels. De quoi est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour suggérer une direction? D'accord. Alors la question c'est, je suis développeur, qu'est-ce que Docker peut faire pour moi? C'est ça? Oui, pas de problème. Qu'est-ce que Docker peut faire pour un développeur? Alors, mon opinion personnelle, hein. Ce qui est intéressant, c'est que tu demandes à 5 développeurs différents, tu vas avoir 5 réponses différentes. Nous, ce qu'on observe vraiment le plus, c'est... ça dépend si tu es une équipe ou un individu. Pour une équipe, vraiment le plus intéressant, c'est de pouvoir shipper plus vite. Au final, c'est ça. On peut faire une application plus vite parce qu'on perd moins de temps à faire des choses qui finalement ne sont pas les choses importantes. On perd moins de temps à avoir la même configuration sur 2 machines de dev pour que ça marche pareil que sur la machine de l'autre. On passe moins de temps le premier jour d'un nouveau développeur à le lancer. On passe moins de temps à envoyer le résultat sur le serveur de prod et se demander pourquoi ça ne marche pas. Tout ça, c'est des économies. Ça fait que le cycle, au lieu de durer une semaine, il va durer une journée. Au lieu de durer 1 heure, il va durer 1 minute. On économise du temps ici et là, on automatise. Et le résultat, finalement, c'est qu'on est plus concentré sur la tâche intéressante. Donc, mais finalement, tout ça, c'est quoi? C'est de la productivité. C'est shipper plus de code
plus vite. Voilà, je pense que c'est pour un développeur, ça se résume à ça. À côté de ça, surtout pour un développeur individuel, il y a rendre plus accessible une architecture nouvelle qui est orientée service. C'est-à-dire que si moi je veux faire une application qui tourne sur, on va appeler ça le cloud, d'accord, sur des serveurs, ça demande une architecture différente. C'est différent de l'application web typique d'il y a quelques années. Et si je suis un développeur mobile, ou si je débute dans la programmation, ou si la dernière fois que j'ai programmé, c'était une appli graphique Windows en C++, c'est très 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 différent. Et il n'y a pas vraiment de repères clairs, comme dans le monde mobile, par exemple. Le mobile, bon, bah, il faut apprendre. Mais si je veux faire une appli iOS, je vais sur le site d'Apple, j'ouvre la première page de la doc, j'installe l'application exemple et je suis parti. Le serveur, aujourd'hui, c'est très, très différent. C'est le Far West. Donc, il y a cette question perpétuelle qui est, bon, comment je fais, comment j'architecture ? Est-ce que je fais du microservice? Est-ce que je fais du SOA? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et Docker, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est guider. C'est proposer une architecture. Et l'architecture qu'on propose, c'est découpe ton application en services, encapsule chaque service dans un ou plusieurs containers, et utilise ça comme unité de base. Plus tard, tu auras une nouvelle feature, nouveau service. Tu veux réutiliser un composant déjà développé par une autre équipe, ou par toi, il y a 6 mois, tu peux réutiliser ces containers-là, donc tu gagnes du temps. C'est un peu l'équivalent des librairies, des packages dans le langage de programmation de ton choix, sauf que ça marche à travers tous les langages et ça marche à travers tous les services de ton application. Dans un monde où tout le monde développerait en Java, 100% du temps, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Tu me donnes un jar, c'est du Java, tu fais du Java, je fais du Java, c'est bon, c'est fini. Mais aujourd'hui, le développement, ça ne fonctionne plus comme ça. Voilà. Donc, enfin, il y a peut-être des fans Java dans la salle. Ça fonctionne comme ça pour certaines équipes qui ont la chance d'être dans un monde complètement homogène. Mais c'est une fenêtre de temps qui va expirer très bientôt parce que le manager il va embaucher une autre équipe et il va dire « Ah, vous allez travailler ensemble, maintenant ça va être super ». Et l'autre équipe, elle fait du Python, pas de bol. Ou alors, la boîte va se faire racheter, va se faire intégrer dans une entreprise qui est 100% .NET. Et maintenant, on a du Java et du .NET. Voilà, des choses comme ça. Ça finit par arriver. Le dev mobile qui fait la version mobile de l'appli, il adore Node.js, lui. Et MongoDB, c'est aussi pas de bol. Et donc, comment découper son application en composants gérables et connecter ces composants entre eux dans ce monde-là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est des réponses longues, hein. Désolé. Hein. Alors, la question, c'est quels sont les use cases en production spécifiquement. Alors. Par opposition au labo Ouais. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on parle d'un use case pour une équipe Ops ou pour une équipe Dev? Pour l'entreprise. D'accord. Bah, le use case principal, c'est continuous delivery, c'est-à-dire s'organiser pour shipper les applications d'une manière très rapide, très fluide, réaliser plusieurs fois par jour plutôt qu'une fois par semaine si on a de la chance. Ça, c'est compliqué à faire. Ça demande une grande rigueur dans la manière dont on est organisé. Ça demande des outils sophistiqués. Et aujourd'hui, ce n'est pas à la portée de la plupart des entreprises. Mais de plus en plus, les entreprises se rendent compte qu'elles en ont besoin parce que shipper des applications plus vite, plus d'applications plus vite, c'est devenu quelque chose qui n'est pas secondaire. Et tout ça, ça s'inscrit dans une grande tendance. D'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a à peu près la moitié des gens ici qui comptent faire une carrière dans l'informatique, j'imagine, si j'ai bien compté les mains. Donc, vous allez travailler dans des entreprises qui statistiquement, a priori, ne sont pas des entreprises dites d'informatique. La plupart des entreprises, ce n'est pas des entreprises qui se considèrent comme des entreprises logicielles. C'est des entreprises qui utilisent le logiciel, qui utilisent l'informatique pour faire quelque chose d'autre. Mais ce qui est en train de se passer, qui est extrêmement important, c'est que ces entreprises aujourd'hui, de plus en plus, dans tous les domaines,
transport, énergie, entertainment, finance, etc., se rendent compte que, en fait, peut-être qu'il va falloir qu'elles se considèrent, après tout, comme une entreprise de logiciels. Parce que leurs concurrents, souvent, sont des entreprises logicielles maintenant. Je prends un exemple classique. Je sors d'école, je vais faire un stage dans une grande entreprise de transport qui gère des taxis dans 50 villes. Ah, dommage. Qui c'est le concurrent évident aujourd'hui? C'est Uber. Uber, c'est quoi? C'est une entreprise de logiciels. C'est leur cœur de métier. Et dans tous les domaines, ça va être la même chose. Donc, si moi, je suis une entreprise de taxi, ou un grand groupe qui est entre autres propriétaire d'un grand groupe de taxi, je commence à me dire, est-ce qu'il va se passer la même chose dans mes autres domaines d'activité et comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire aplatir? Parce que le premier coup, on a dit, bon, bah, les gens veulent une appli, bah, on va sous-traiter, on va prendre une agence, allez, une appli, budget 50 000 €, c'est parti. Et bah, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut complètement repenser son approche au logiciel. Il faut mettre la technologie au milieu et partir de là. Pour faire ça, il faut des équipes, il faut des outils, il faut une méthodologie. Et la plupart des entreprises, elles n'ont pas ça. Elles le veulent, ou en tout cas, petit à petit, elles vont se rendre compte qu'elles en ont besoin. Et le résultat, c'est, OK, il nous faut du continuous delivery au bout d'un moment. Et là, c'est là qu'intervient quelque chose comme Docker. Parce que sans un outil comme Docker, faire du continuous delivery, c'est très, très difficile. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je dirais de loin, c'est le plus gros use case. Il y en a d'autres, mais c'est un use case très important. Alors, la question, c'est une question technique. On change de thème, mais c'est très bien. Spécifiquement, la gestion des systèmes de fichiers dans Docker. Où est-ce qu'on en est? C'est ça? Est-ce qu'il y a des gros changements qui viennent? Alors, déjà, c'est bien que vous soyez passé de Device Mapper à autre chose. N'importe quoi d'autre. C'est très bien. C'est enregistré en vidéo. Et où la prise? Tac. Non, je dirais l'évolution, tout ce que je dis est vrai, hein, je précise. Parfois je omets des choses, mais il y a un système de driver. Le système de driver, on en a une qui permet de changer le système de fichiers. Donc différents systèmes, on peut configurer Docker pour faire ses snapshots et stocker ses volumes en utilisant un back-end différent. Donc, je résume hein, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle exactement, c'est ça. C'est pour utiliser Docker, il y a une fonctionnalité snapshot très importante. Il faut stocker des fichiers, il faut faire des snapshots de l'état d'un système de fichiers. C'est ce qui permet de déployer plein de containers à partir de la même image très rapidement. Il y a ce qu'on appelle le copy on write. Ça permet de faire des copies, on va dire, gratuitement. Pour ça, il faut utiliser des technologies qui ne sont pas développées par Docker, qui sont développées par l'OS qui fait tourner Docker. Donc en général, c'est Linux. Maintenant, de plus en plus, ça va être parfois pas Linux, Windows, etc. Toujours est-il qu'il faut en choisir un, et il y en a plusieurs à disposition. Donc on a développé un système de plugins ou de drivers de stockage. Les plus communs, c'est AUFS, ButterFS, OverlayFS, et dans des cas de besoin extrême, Device Mapper, qui était une sorte de... Enfin, Device Mapper existe pour une raison, c'était une alternative pour certains OS de certaines versions qui n'avaient pas à disposition d'autres. Oui, alors, le commentaire de monsieur, c'est pas... Bah, en fait, non mais, c'est vrai, le Device Mapper, c'est pas du code écrit par Docker, mais c'est un bon exemple parce qu'il y a toutes sortes d'autres exemples dans le réseau, dans la sécurité, etc. Le boulot de Docker, c'est d'offrir une interface portable à des systèmes existants pour partir d'un point de départ où on a des infrastructures un peu isolées dans des silos, et après avoir installé Docker, au contraire, on a une sorte de couche uniforme, une plateforme ouverte qui permet de déployer des applications de manière portable
partout, et plus tard de rajouter des infrastructures et de continuer à déployer les applications là-bas. Donc c'est ce que nous, on promet. Donc après, pour faire ça, il faut qu'on s'intègre avec toutes sortes de technologies en dessous, créées par toutes sortes d'entreprises différentes, des systèmes différents, des communautés différentes. Nous, on a pris cette responsabilité, on a promis ça. Donc finalement, que ce soit s'il y a un bug particulier ou une limitation, d'où elle vient originellement, au final, c'est pas si important que ça, parce que soit Docker permet de faire ce qu'on a promis, soit pas. Donc nous, on l'approche comme ça. Du coup, bon là je rigolais un peu parce que Device Mapper, c'est vraiment un exemple extrême, parce que c'est une technologie vieille, enfin pas très performante, mais c'est nous qui avons dit on le supporte, c'est nous qui avons proposé d'utiliser, donc c'est notre faute s'il y a des problèmes avec. On a appris beaucoup avec cet exemple-là parce que on s'est engagé sur une technologie où vraiment c'était difficile d'aller jusqu'au bout, jusqu'au fin fond du truc pour aider quand il y avait un souci. On a pris notre leçon, donc maintenant on privilégie, on recommande des choses simples et qui peuvent être, où on peut ouvrir le capot en cas de besoin et réparer. Mais un système de plugin, ça veut dire que si quelqu'un veut vraiment supporter une technologie très spécifique et que le choix est fait, si c'est technologiquement possible de les combiner, il faut qu'on fournisse une interface pour les combiner. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent Docker avec des drivers de stockage extrêmement ésotériques, développés par eux. Maintenant, on a un système de plugin pour le réseau, maintenant à partir de 1.9, qui sort la semaine prochaine. Donc, si vous utilisez la release expérimentale, c'est maintenant, sinon c'est la semaine prochaine ou le mois prochain. C'est pareil. On peut utiliser une technologie autre pour allouer des réseaux, allouer des adresses IP, etc. Donc si j'ai déjà une installation DHCP, par exemple, sur mon cluster de prod, ben je peux configurer Docker pour faire appel à un plugin qui est en fait de la glue développée par moi, qui derrière appelle mon serveur DHCP. Si j'ai un VPN configuré d'une certaine manière, ou alors une interface réseau dédiée sur une certaine machine qui correspond à mon trafic Internet de prod, et que je veux contrôler que certains containers utilisent ça, je peux créer un plugin qui utilise MacVLAN ou IPVLAN, des choses comme ça, pour cette interface-là. Voilà. Il y a un système de volume aussi qui est un peu du même genre. Si je veux utiliser Ceph ou EBS sur Amazon pour mes volumes, c'est possible. Donc nous, après, si quelqu'un a un problème avec un plugin qui n'est pas officiel, bah, c'est comme tous les plugins, quoi. On peut pas magiquement le faire marcher, quoi. Voilà. Mais Device Mapper, c'était un plugin officiel, donc c'est notre faute. Mais là, ça va mieux. D'accord. Vous devrez regarder Overlay quand même. Overlay, c'est pas mal. Tout le monde entend la question, c'est bon? Je vais peut-être la répéter pour Internet. Donc la question, c'est au-delà de Linux, au-delà de bientôt Windows, est-ce qu'il y a d'autres OS qui seront supportés par Docker à l'avenir, entre autres BSD? Un BSD en particulier ou... Ah, d'accord, oui. Donc BSD. Ok. Donc on parle des autres OS majeurs, on va dire. Parce que, par exemple, il y a une annonce... Non, mais la raison pour laquelle je demande, c'est qu'il y a eu un port non officiel, pas terminé, mais en cours, sur FreeBSD, par exemple. Il y a aussi un port en cours, je ne me rappelle plus quel est le niveau, à quel point c'est officiel. Je n'ai pas compris les blagues, mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Non, mais c'est juste que c'est un projet très ouvert à Docker. Donc si je veux patcher Docker et le modifier de mille et une manières, je peux. Nous, on ne va pas l'empêcher. Après, on encourage vraiment les gens à contribuer leur patch au bout d'un moment dans le projet principal pour qu'on puisse le supporter, etc. Donc, il y a FreeBSD, il y a Solaris, une version, je ne me rappelle plus laquelle de Solaris. C'est possible d'utiliser Docker avec des jails FreeBSD aujourd'hui et des zones... SmartOS, Omni, enfin le monde Solaris, je ne connais pas très bien, mais c'est possible. Pour ce qui est des OS du genre iOS, Android, OS X, je ne sais pas si tu parlais de OS X. Alors, parce que je vais échelonner. Windows,
effort de collaboratif énorme, partenariat vraiment au plus haut niveau avec Microsoft. Il y a une équipe de 20 personnes chez Microsoft qui sont en train de porter Docker avec nous sur un Windows Server le prochain. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Voilà, c'est exactement. Donc c'est ça. Donc là, on a une tech preview de Windows Server qui est sortie il y a quelques semaines là, qui permet de tester. On fait Docker Run et puis ça download dans un registry expérimental et ça run. Après, bon, les images sont plus grosses, mais ça marche. Sur OS X, aujourd'hui, on a un build officiel de Docker sur OS X, mais seulement en mode client. On a en fait la